Bonjour et bienvenue au podcast Mac Québec. Il y a quelques semaines, on a appris que Tim Cook n'a jamais voulu qu'Apple déclenche la guerre des brevets contre Samsung. Il pensait que Steve Jobs faisait fausse route en poursuivant une compagnie qui avait tout de même été un excellent partenaire d'Apple depuis des années, en lui fournissant de la mémoire flash d'excellente qualité pour ses iPods sans disque dur depuis 2005, puis des écrans pour le iPhone, et ça sans qu'Apple n'ait à investir dans la recherche et le développement nécessaires pour produire ce genre de composantes elle-même. Mais Tim Cook est maintenant à la tête d'Apple depuis 1 an et demi et la guerre continue. Pourquoi? La raison est bien simple, si on peut très bien déclencher une guerre tout seul, pour y mettre fin, il faut être au moins 2 et souvent beaucoup plus nombreux. Quand on étudie l'histoire militaire, on constate que les guerres se terminent souvent quand un des deux camps ennemis a accompli ses objectifs et que l'autre est trop affaibli pour renverser la situation, ou bien qu'un des belligérants réalise qu'il est au bord de l'effondrement et qu'il doit accepter une défaite honorable pour éviter la catastrophe. Ou encore que les deux camps réalisent en même temps que la victoire coûterait tellement cher qu'ils sortiraient de la guerre trop affaiblis pour en profiter et peut-être être la cible d'une tierce partie trop agressive. Est-ce qu'une de ces situations-là s'applique au conflit entre Samsung et Apple? Non. Apple est maintenant le manufacturier de téléphone numéro 1 en Amérique du Nord. Samsung est un leader mondial pour l'ensemble de l'industrie des semi-conducteurs, le leader incontesté sur le marché des appareils Android, et il prépare son propre système d'exploitation multiplateforme au cas où Google déciderait de trop favoriser Motorola dans le futur. Les deux entreprises sont riches à craquer, elles sont profitables et à peu près indélogeables. Si un juge accorde à Apple 1 milliard en dommages et intérêts parce que Samsung aurait violé ses brevets dans le design des appareils Galaxy, cette somme-là représente à peine 2 semaines des profits de Samsung en 2011. Et j'ai pas besoin de vous rappeler qu'Apple possède tellement d'argent liquide qu'elle ne sait même plus quoi en faire. Autrement dit, Apple n'écrasera pas Samsung et Samsung n'écrasera pas Apple. Ce qu'il faudrait donc, c'est une paix des braves, on enterre les vieilles rancœurs et on rebâtit la relation sur des bases nouvelles, mais ça voudrait dire que les deux camps acceptent un match nul quand ils savent que l'adversaire ne peut pas gagner. Ça voudrait également dire que les deux camps acceptent que l'effort de guerre qu'ils ont mené jusqu'ici n'aura servi à rien. Les actionnaires et les dirigeants devront donc admettre qu'ils ont eu tort et les avocats des deux compagnies vont devoir renoncer à des contrats très juteux. Je suis peut-être trop pessimiste, mais je serais bien surpris que ça se produise dans un avenir rapproché. Après tout, si c'était facile d'admettre qu'une guerre est une erreur ou d'y mettre fin quand on réalise qu'on n'a rien à y gagner, on n'aurait pas eu 40 ans de guerre froide, ni le Vietnam, ni l'Irak. Est-ce que j'ai besoin de continuer? Ici François-Dominique Laramé pour Mac Québec. Commentaire très pertinent de FDL. Et d'ailleurs, en fait, dans les dernières semaines, on a eu l'annonce du Galaxy S4. On en a parlé un petit peu à ce podcast. Mais ce nouveau téléphone-là, en fait, moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez vu des innovations à ce téléphone-là? Est-ce que d'abord, qu'est-ce qu'on a présenté? On a présenté un nouveau téléphone avec un écran qui avait un PPI, une résolution plus haute que le iPhone actuel, vraiment beaucoup plus haute. Sauf que quand on nous a présenté l'iPhone, on nous a dit la résolution de 326 ppi qu'il y avait dessus, elle est assez forte pour l'œil humain. En fait, l'œil humain ne distinguera pas une meilleure résolution que ça sur un écran de cette grandeur-là. Donc, est-ce que c'est juste pour dire, nous autres, on a l'écran qui est de meilleure résolution, mais le 100 ppi de plus sert strictement à rien. Donc, voilà. Vous autres, qu'est-ce que vous en avez pensé de l'annonce du S4? C'est le fun. T'es pas obligé de toucher à ton téléphone puis aller sur Internet. Tu vas pouvoir lire des pages au complet là, avec tes yeux puis tout. Là. Oui, sauf que c'est une couche logicielle qui est offerte par Samsung. Et en fait, comment ça s'appelle? Pas Motoblur, comment ça s'appelle la couche de Samsung? Je me souviens plus. Sans TouchWiz. Hey, beau nom. C'est ça. Donc, c'est la couche logicielle. Et la première chose que Jean-Michel s'est fait dire quand il a fait le test du S3, c'est root ton téléphone puis enlève ça, ces cochonneries-là. Et tout ce qui a été présenté d'innovateur dans le téléphone ne fait que partie de TouchWiz dans toute la présentation du S4. Donc,
le téléphone, le hardware est plus fort, mais offre pas nécessairement un capteur de plus ou quelque chose de plus intéressant dedans. Je pense qu'il y a un IR, il y a un infrarouge et il y a un capteur de température. Reste à savoir si on va être capable de faire quelque chose d'intéressant avec ça. C'est possible. Mais on peut pas aussi mettre une vidéo en live, une espèce de vidéo dans un carré en naviguant sur d'autres choses, je pense. Ça, c'est Android qui permet de le faire, là, c'est-à-dire de travailler sur deux trucs en même temps. Moi, j'ai lu un article cette semaine. Pas comme deux vues différentes pas deux vues en même temps, mais je veux dire, prendre un carré, c'est au niveau de l'appareil photo que tu parles, toi. C'est de pouvoir prendre une photo puis de prendre la réaction de la personne. Ouais. Puis, tu sais, c'est toujours bizarre parce que avec un téléphone, c'est des photos d'enfants que tu vas prendre. Fait que là, tu vas avoir les photos du parent qui va faire « Oui, souris, oui, fais sourire à papa. » Puis tu vas avoir la face de l'autre enfant, de l'autre bord, il va faire comme il veut juste que son parent comme s'occupe de lui. Fait que ça va faire un méchant cliché. Bravo, quelle innovation. La chose qui est intéressante, c'est parler, si on est deux, puis on parle à quelqu'un d'autre en téléconférence, on peut filmer la personne qui est en avant de nous, puis la personne, en fait, puis nous. Je sais pas si ça se fait en vidéo. Je sais que ça se fait en photo, mais je sais pas s'ils ont présenté quelque chose pour que ça se fasse en vidéo. Si ça se fait en photo, je suis sûr qu'il peut y avoir un dérivé ou il va y avoir une application qui va présenter. Ça serait intéressant, ça. Ouais. En fait, n'importe qui peut faire une application où est-ce que tu vas pouvoir faire une diffusion à deux avec la caméra d'en avant puis d'en arrière du téléphone. Est-ce que... C'est super simple, oui. Oui, d'ailleurs, est-ce qu'ils sont accessibles les deux ensemble? Pas en même temps, c'est ça, non. Ah, OK. Ils sont pas en même temps, mais je veux dire, c'est assez facile de prendre une photo, puis une fois que la photo est prise, tu t'envoies un code qui a fait switcher, tu reprends une autre photo automatiquement, puis t'as tes deux photos. D'ailleurs, en photo, mais ça se ferait pas en vidéo. Non, c'est ça se ferait pas en vidéo par contre. Puis je pense pas qu'on peut on ne peut pas filmer en tout cas d'après moi, là, puis on aurait déjà vu des applications comme ça filmer en même temps sur les deux caméras là. J'ai pas vu ça passer. Mais il y a une chose qui est claire, la présentation était plate en tas. Ouais, c'est ça. Ils ont fait plein d'affaires. Il y avait des musicals, c'était des acteurs en fait. Et ce qui était bizarre, c'est que ils faisaient la présentation de comment quelqu'un de normal, parce qu'ils voulaient présenter le téléphone comme étant tu n'as plus besoin d'un ordinateur, le téléphone est assez puissant pour faire toute la job. Il va être au milieu de tout, il va prendre la place de ton ordinateur, puis il va être ton centre digital, ou je ne sais pas c'est quoi la formulation qu'ils ont utilisée, mais c'était des acteurs qui disaient « Ah, OK, tu peux faire telle affaire », mais ils ne le faisaient pas sur le téléphone. Tu sais, ils actaient que tu pouvais le faire, puis en arrière, tu avais une présentation qui te montrait sur un écran géant avec un téléphone qui bouge pas, qu'est-ce que ça faisait sur le téléphone. Ça, c'est normal parce que, regarde, des acteurs, je veux dire, sont pas nécessairement au fait des nouvelles technologies. Non, je comprends. Mais ça veut dire que le téléphone le fait peut-être pas actuellement, tu comprends-tu? Ils ont peut-être présenté des affaires qu'ils veulent le faire, mais que ça le fait pas actuellement ou ça le fait pas dans un cadre fonctionnel. Tu sais. Il va sortir quand, le téléphone? C'est avril. Ça? Avril. En tout cas, ils se sont risqués si jamais d'ici 2 mois, ça fonctionne pas. Mais je pense plus c'est peut-être justement comme Steve Jobs, lui, quand il prenait son téléphone puis il était pas capable de se connecter à Internet puis il demandait à tout le monde d'arrêter de se connecter à Internet. Je pense que c'est plus ça pour pas planter leur présentation, là, jeter à l'eau. La date de lancement est le 19 avril. Et moi, ce que je trouvais bizarre aussi, c'est... Puis, bon, je le comprends. Là, Apple sort tous ses produits maintenant entre juin et octobre. On est 6 mois plus tard. Ils présentent un nouveau téléphone, puis il est comme... Tu sais, ils se mettent pas en danger. Ils le présentent, en fait, contre un vieux téléphone iOS. Ils se feront pas tasser par Apple. Tu sais, ils font ça dans un moment, ils sont pas en confrontation frontale avec Apple. Tu sais, ils n'ont pas décidé de sortir ça au mois de septembre puis de dire, nous autres, on croit à notre téléphone, voici la brique
qui va tout torcher pour la prochaine année, tu sais. Puis j'ai de la misère à voir qu'est-ce que dans le téléphone va faire que, on dirait que c'est un téléphone qui est vendu pour 6 mois en se disant, ben quand l'iPhone va sortir, c'est sûr qu'on va en vendre moins. Quoi qu'ils en vendent des tonnes là, de leur téléphone, mais je sais pas. Puis en ce moment, il faut dire que la guerre des mobiles, les autres compagnies sont pas dedans, là. Il n'y a pas de part de marché pour LG. HTC, il n'y a pas de part de marché. Il n'y a rien, là. Je veux dire, c'est iPhone et Samsung uniquement. Donc, si on combat le iPhone avec un téléphone Android, le seul qui est valable, à proprement parler, c'est le Samsung. Parce que toutes les autres, même si ce sont des bons téléphones, ils vont finir par mourir. Les compagnies vont arrêter d'en produire, vont arrêter d'essayer d'innover. Ils n'auront pas l'argent pour le faire. Ils font pas, il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc, voilà. Avant de passer aux nouvelles, ben on vous laisse. En fait, vous pouvez nous rejoindre et on vous laisse nos adresses. C'est Bernard qui va le faire. Vous pouvez joindre l'équipe du podcast Mac Québec par courriel podcast@macquebec.com, par Twitter @MacQuébec ou en laissant vos commentaires dans la section podcast du site macquebec.com. Voilà, donc merci Bernard pour cette superbe publicité pour nous rejoindre. Les nouvelles cette semaine, il y en a pour les 2 dernières semaines, il y en a pas mal. Hein. On a il n'y a pas des grosses nouvelles, mais il y a quand même des bonnes nouvelles. Oui. On va commencer avec le bloc de nouvelles avec l'annonce de T-Mobile cette semaine aux États-Unis qu'il y a eu avant-hier. Oui. Avant-hier. T-Mobile, on sait que le iPhone 5 ne fonctionnait pas sur le réseau en LTE parce que la fréquence n'était pas la même. Mm-hmm. C'est le réseau AWS. Oui, c'est le réseau AWS. Alors, Apple et T-Mobile ont travaillé ensemble pour avoir un iPhone 5 sur leur réseau en modifiant le code du firmware du téléphone. Ah! Fait que, alors, ça serait juste une modification du code à l'intérieur du téléphone qui aurait juste à faire et le téléphone serait fonctionnel chez T-Mobile et, comme de fait, chez Vidéotron au Canada. Vidéotron utilise le réseau AWS, le même que T-Mobile, et tout le monde sait que Vidéotron n'a pas d'iPhone. Et alors, ça les fait un peu suer, je pense, de pas l'avoir. Donc, j'imagine qu'ils vont probablement travailler rapidement. Puis, ils ont la possibilité de même offrir, s'ils réussissent à l'avoir, ils vont probablement offrir une espèce de forfait, là, un 10-15$ en bas de tout le monde pour aller chercher du monde, là, puis rattraper peut-être un peu le retard qu'ils ont. Moi, c'est ça, je comprends pas que le monde, comme tu dis, ils l'ont pas sur leur réseau. Mais je m'excuse, mais quand ils ont acheté leur bande passante, je sais plus en quelle année là, qu'ils l'ont acheté, celle-là. 2009. Bon, 2009. L'iPhone était déjà rendu au 3G en 2009. Fait que je sais pas pourquoi ils ont acheté cette bande passante-là. Est-ce que c'est la seule qui était disponible, JF? Oui. Les bandes sont mises aux enchères. Le CRTC a des bandes à offrir qui se sont libérées parce qu'une technologie qui les utilisait est maintenant désuète ou quoi que ce soit. Ils prennent ces bandes-là, ils disent qu'est-ce qu'on fait maintenant avec. Ils prennent une décision, les utilisent pour un réseau cellulaire pour augmenter la compétitivité puis les compétiteurs dans ce marché-là. Ils les vendent. Là, ils décidaient en fait à cette époque-là s'ils les vendaient à ceux qui étaient déjà dans la game ou s'ils voulaient des nouveaux joueurs. Et je pense en fait que ces bandes-là ont été vendues à des nouveaux joueurs spécifiquement. Tu pouvais pas être déjà une compagnie de télécommunications. Donc, c'est ce qui a fait venir WinMobile, Public Mobile et Vidéotron dans la game. Mais c'était effectivement des bandes AWS qui, jusqu'à maintenant, ne semblaient pas compatibles avec le iPhone. Je ne sais pas pour quelle raison. Et là, ben en fait, ils le sont. Ce qui est drôle, moi, j'ai vu quelqu'un qui a fait son article, en fait, sur le iPhone 5 AWS de T-Mobile. Il a repris son article
du iPhone 4S avec la compagnie l'année passée. C'est Sprint avec lesquels ils ont commencé? Ouais. Non, c'est pas Sprint, c'est... pardon? C'était pas Verizon? Oui, je pense que c'est ça. C'est le téléphone... c'est Verizon. Non, ouais, c'est ça, Verizon. Mhm. Puis le gars, il a repris l'article, il a barré toutes les affaires qui avaient rapport, comme le chiffre du téléphone, ce qu'il disait, en tout cas. Puis, tu sais, tout correspondait, c'était la même chose. C'était comme une réitération de la même affaire. C'était assez drôle. Ben, c'est ça l'affaire aussi, il faut dire. Si, mettons, les personnes qui sont aux États-Unis, qui ont déjà un iPhone 5, puis veulent aller chez T-Mobile, ne peuvent pas. Apple ne fournira pas la mise à jour du firmware. Ah non! Non, il va falloir que tu achètes un nouveau téléphone si tu vas aller chez T-Mobile. T-Mobile va avoir leur badge de téléphone juste pour eux. Alors, ceux qui sont chez AT&T ne pourront pas aller chez T-Mobile. Il va falloir qu'ils achètent un nouveau téléphone. Parlant de passer de T-Mobile à AT&T, on est aujourd'hui le 28 mars et je ne sais pas si c'est dans la liste, mais c'est aujourd'hui que Rogers commençait sa politique de débarrage des téléphones. Donc, jusqu'à maintenant, en fait, du moins sur le réseau de Rogers, pour pouvoir débarrer un téléphone, il fallait soit payer comme l'entièreté de son forfait, comme si on voulait le briser, ou attendre 3 ans. Puis 3 ans pour un smartphone, là, il est pratiquement inutilisable, ou en tout cas, il n'est plus très, très courant avec la technologie actuelle. Eh bien là, la politique a changé. On en a fait un article sur Mac Québec et c'est maintenant 90 jours de possession du téléphone et vous devez payer une somme de 50 $ pour débarrer votre téléphone. Et ça commence aujourd'hui. Donc, tous ceux qui ont un iPhone 5 et qui l'ont acheté plus tard que 90 jours passés, à ce moment-là, vous pouvez communiquer dès aujourd'hui avec Rogers pour le faire débarrer. C'est des bonnes nouvelles pour les voyageurs, c'est des moins bonnes nouvelles pour ceux qui se sont achetés un téléphone débarré chez Apple sous prétexte que on allait pouvoir revendre plus facilement ce téléphone-là et tout ça, donc le payer plein prix. C'est un petit peu dommage. Je vais vérifier si je vais le faire faire. Là. Je sais pas si tu vas. Ça peut être intéressant. On est en train de regarder, en fait, on va peut-être produire une petite capsule pour expliquer comment on peut voyager, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire quand on voyage pour pouvoir utiliser son téléphone là-bas. C'est quoi les forfaits qui sont disponibles, qu'est-ce qui fonctionne actuellement et qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout ça fonctionne. Prochaine nouvelle. On a eu un anniversaire le 24 mars dernier. Wouhou! On a-tu mangé du gâteau? Non. Je l'ai pas fait. On voudrait souhaiter bonne fête à macOS X, qui a maintenant 12 ans. Oui, 12 ans le 24 mars dernier, donc il y a 4 jours. macOS X, en fait, qui est en grande partie inspiré du système NeXT qui était inclus. En fait, Apple, en 96, a acheté NeXT, qui était une compagnie informatique que Steve Jobs avait démarrée, qui n'allait pas nécessairement très bien. Steve Jobs, avec cette compagnie-là, NeXT, voulait faire un ordinateur abordable pour les écoles et la machine, en fait, qu'il a produit était excessivement chère. Donc, c'était pas nécessairement intéressant, mais le système d'exploitation qu'il y avait là-dedans était vraiment en avance sur son temps. Et c'est une des raisons pourquoi Apple est allé le chercher, puis aussi pour rapatrier Steve chez Apple. Le projet qui devait faire suite à OS X, à OS 9, c'est-à-dire, parce que ça s'en allait un peu nulle part, il avait décidé de tuer OS 9, avait comme nom de code Copperland. Et Apple aurait pu aussi, à la place de NeXT, utiliser un système d'exploitation qui s'appelait BOS, qui a fini par disparaître. Les 2 premières versions de OS X s'appelaient Cheetah et Puma. Et était très instable. Il était vendu en fait sur les ordinateurs qui étaient encore fournis avec OS 9 à ce moment-là. Et ces 2 versions-là ne supportaient pas vraiment beaucoup de matériel comme scanner, imprimante, tout ça. À cette époque-là, d'ailleurs, Cheetah et Puma n'étaient pas utilisés en fait à des noms commerciaux. Tu rentrais pas dans un magasin pour acheter Cheetah, tu achetais OS X, OS X.1.
Puis à noter, en fait, un puma, c'est un lion des montagnes en français. Là. Donc, c'est un petit peu drôle que le système d'exploitation actuel ait le même nom que la version .1, ou en fait, ait le même animal. Ouais. Depuis 10.6, le système n'a pas beaucoup changé, en fait. On n'a pas eu nécessairement les meilleures critiques à propos de Lyon ni de Mountain Lion. C'est ce qui explique, entre autres, le prix de vente très bas de 20$. C'est ta ligne. Donc, à 20$, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont dire non, je ne l'achète pas. Mais en même temps, il n'y a pas grand-chose qui a changé sous le capot de OS X. Je pense que j'ai l'extrait de 20$ de GF. On la passe dessus? Ben oui. Okay. Mais je pense que le système a passé au moins de 32 à 64 bits. Au moins. Ça aide un peu au calcul. Ça roule un petit peu plus vite. Ben, à 10.6, il est en 64 bits. Ah oui? Oui. Sur Léopard? Oui, c'est pas 10.7. Sur 10.6, c'est Snow Leopard. Oui, c'est vrai, excuse-moi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui. Okay. Bon, passe ton extrait, toi, là. Oui, je sais pas. On va essayer. Non, j'ai pas vu. 20$. 20$, ça va coûter 20$. Mountain Lion. Au lieu de 30$. C'est toi qui fais sauter le son, hein? T'es content? Non, mais c'est vrai. Tu viens de faire péter. La rumeur disait qu'elle allait le donner. Ouais. Donc, ouais. Envoyez ça à Patrick Ducharme. T'as fait péter les aiguilles cette journée-là. Ouais. Fait que tous en chœur, on peut chanter Bonne fête au SX, vivement au S11. J'espère qu'il va y avoir beaucoup de changements dans OS 11 parce que en fait, je pense que ça va être le prochain va s'appeler 10.9. Je sais pas quel chat ils vont utiliser. Moi, ma préférence est pour Grumpy Cat. Mais parce que récemment, c'est Ive, c'est Jonathan Ive qui a été mis à la tête de l'interface utilisateur dans iOS et dans OS X. Et je pense pas, en fait, qu'il y a eu le temps d'embarquer dans le train puis de vraiment pouvoir apporter quelque chose puis de dire, ben là, on fait une cassure et on passe à autre chose. Donc, on l'appelle OS 11. Je pense que ça va être encore, puis il y a pas mal de rumeurs en ce moment. D'ailleurs, sur Mac Québec, on posait la question, est-ce que vous êtes pour un merge entre iOS et OS X? Personnellement, non. Moi, la puissance de OS X m'intéresse beaucoup, son ouverture, le Finder, tout ça. J'aimerais ça qu'il le retouche, par exemple, le Finder. Le Finder, il est vraiment dû, par exemple. Ouais. C'est le même depuis je ne sais plus combien d'années. Là. C'est comme... il est vraiment dû pour être refait. Là. Voilà. Next! Où c'est qu'on était rendu là? Ah oui! Apple a acheté une compagnie, ça s'appelle Wi-Fi Slam, pour 20 millions de dollars. Ce que Wi-Fi Slam fait, c'est de la géolocalisation à l'intérieur des maisons, des buildings, ou tout ce qui a un accès Wi-Fi. Leur système à eux autres était puissant. Va prendre la géolocalisation, puis tu vas savoir plus où ce que tu es vraiment. Tu sais, mettons... en fait, un GPS peut juste te dire un point sur une carte. C'est ça. Mais il ne peut pas te dire à quel étage tu es dans un immeuble. Et pour savoir un peu, parce qu'on se souvient que Apple avait acheté une compagnie de Québec qui s'appelle Polyneuf. Et moi, à l'époque, j'avais vu une démonstration de Polyneuf. Puis déjà, ils pensaient à des trucs dans des tours à bureaux. Tu sais, tu travailles, ton chum travaille de l'autre bord de la rue, tu veux setter un rendez-vous au restaurant ou quoi que ce soit, ou tu veux voir où est-ce que tes amis sont allés en dîner, à quel restaurant. Fait que ça peut être bien utile d'être capable de faire ça. Puis quand tu vas rentrer dans un building, tu vas pouvoir demander à Siri où sont les toilettes, puis il va pouvoir te le montrer. Je vais te donner un autre exemple. Mettons, tu perds ton téléphone au 20e étage, puis tu le sais pas. Ouais, c'est vrai, hein? Tu prends ton Find My Phone, puis il va te dire, paf, il est là, il est dans cette salle-là, merci, bonsoir, puis il va le chercher. Et au niveau visuel, ça peut être intéressant si on prend le côté 3D. Par exemple, moi, je vois très bien une publicité d'Apple être comme en 2D, puis là, tout d'un coup,
penché en 3D, puis là, de voir un point sur un genre 20e étage dans un building. Qui est pas par terre, qui est effectivement... C'est ça, on le voit par terre, puis ensuite, on remonte, puis on le voit genre 20e étage, justement. Ça doit être... Ça va être intéressant à savoir au fil des années. Mais je pense pas qu'ils réussissent à intégrer ça à la prochaine version. Ça risque d'être dans iOS 8 ou même iOS 9. Ouais. Prochaine nouvelle, macOS a encore eu un petit problème avec un malware il y a 2 semaines qui s'appelle Yonto. Yonto, ce qu'il faisait, c'est que soit que vous étiez sur Safari, Chrome ou Firefox, les 3 étaient touchés par la faille. Merci beaucoup. C'était avec les pubs. C'était dans les pubs de pages malveillantes. Ça installait un genre un autre logiciel. Ça disait à ton ordinateur, veux-tu installer, mettons comme dans le temps avec, c'était quoi le logiciel de Flash, là? C'est quoi le nom? Aucune idée. Je me rappelle plus. En tout cas, whatever. Fait que quand tu allais sur ces pages-là, il te demandait, voulez-vous installer un logiciel, mettons, je me souviens plus c'est quoi le nom du logiciel, mais qui était normal, puis là, ça envoyait d'autres pubs à d'autres sites, ça infectait où ce que tu allais si la faille était pas corrigée dans le code du site. Bref, Apple a un système... T'as-tu vu ça, les pubs? Parce que je pense à MacKeeper qui arrête pas de popper de la pub partout. Là. MacKeeper, parle-moi-en pas. Non, c'est ça. Fait que OS X, pour ça... Est-ce que c'est vieux, la faille dont tu parles? C'est il y a 2 semaines. Non, Yonto, mais tu parlais de quelque chose qui a eu lieu avant. Ben, le problème avec Flash, là, tu sais, qui faisait, veux-tu installer l'installateur de Flash? Là? Ah, c'est peut-être il y a 1 an et demi, 2 ans, ça. Environ, ouais, c'est ça. Je me souviens plus c'est quand. Fait que pour prévaloir ça, Mountain Lion a un système qui s'appelle Xprotect de base qui vient avec le système. Et Apple a injecté un genre de code pour le désactiver. C'est comme un antivirus. Ils ont fait une mise à jour des définitions de virus de Xprotect. Ouais. Et à ce moment-là, le virus, ça patch en fait. Ça nettoie ceux qui l'auraient eu et ça patch ceux qui ne l'ont pas encore eu. Ouais. C'est très efficace. Ben, c'est ça, mais j'aimerais ça à un moment donné pogner une affaire de même juste pour voir ce que ça fait. Tu sais, parce que tout le monde en parle, mais tu sais. C'est vrai, ça m'est jamais arrivé. Tu veux pas vraiment que ton ordinateur commence à envoyer des cochonneries au monde. Non, mais je veux dire, parce que moi j'ai un backup, là, je m'en fous, je vais fermer l'ordinateur, je vais remettre mon backup d'avant. Là. Mais je veux dire, juste voir comment ça fonctionne sur OS X, parce que c'est bien beau le voir sur des vidéos, sur des photos, mais tu sais, j'aimerais pas l'avoir sur le celui que tu parles de Flash, là, à l'époque, j'avais essayé de l'attraper. Puis j'avais pas réussi. J'avais essayé d'aller sur des sites, puis je sais pas quoi, là, tu sais, faire une recherche Google. J'ai jamais réussi à attraper ça. Pour voir les définitions de virus, en fait, si vous avez la dernière et pour voir les mises à jour, vous avez simplement à aller dans le terminal et dans les notes de podcast et dans le chat et sur l'écran. Je vais mettre la petite... ce qu'il faut marquer, en fait, pour le voir. C'est-tu more? Faut-tu marquer le more? More espace. Ah, OK. Pardon. Je vais... Ça ici, more, puis ça ici, texte, put on screen. Voilà. Donc, vous copiez-collez ça dans le terminal et vous allez voir les définitions de virus de Xprotect. Ouais, il y a Java, il y a Flash, il y a le dernier qui est arrivé, Yonto. Parlant de problèmes de sécurité, Apple a eu une grosse faille avec le email et la date de fête sur le système de recouvrement, je pense, des mots de passe de iCloud, c'est ça? Oui, c'est ça. Et ça aussi, ça a été patché assez rapidement. Oui, c'était assez facile. Si tu avais l'adresse et la date de naissance, tu pouvais resetter le mot de passe. Mais comment ça? Il y a des questions secrètes qui sont posées normalement? Oui, mais parce que c'est comme moi, j'ai un vieux compte iTunes. Dans le temps, ça n'existait pas, ces questions-là. C'est vrai, mais
Je me souviens plus à quel moment, mais il t'oblige à les faire à un moment donné. Peut-être. Parce que là, ils sont rendus à 3 questions de sécurité. Avant, ils en avaient une. Et en fait, tout ce problème-là, tous les sites web commencent à avoir ça. C'est l'identification en 2 étapes. C'est-à-dire de rentrer votre mot de passe. Facebook, là, Google, là, Dropbox a eu un problème de sécurité il y a quelque temps. Ils l'ont mis en place. Et en fait, c'est de pouvoir utiliser votre téléphone cellulaire pour générer une clé qui serait votre 2e mot de passe. Et c'est un peu comme dans les grandes entreprises. Cette clé-là est changée aux 30 secondes. Donc, vous avez comme un logiciel qui peut s'occuper de ça. Je pense que ça s'intègre même à Passbook. Ah, ça se peut. Comme je dis à RSA, c'est la même chose. Là. Exactement. Mais on sait que RSA a été piraté il y a une couple d'années. Il disait que notre système était impiratable puis ça a été piraté. Tout se pirate. Oui. Tout ce qui est fait par l'homme peut être détruit par l'homme. Oui. Ah oui, ça, c'est la prochaine nouvelle. Ça, j'ai trouvé ça intéressant quand j'ai vu ça. OK. Apple ont fait ont déposé un nouveau brevet sur un système de basculement. Okay, oui, je l'ai vu passer. C'est un système de basculement. C'est un petit morceau qui ajouterait dans le téléphone. Et si, mettons, pour ceux qui nous regardent en direct, là, prenez votre téléphone, puis là, si vous l'échappez de haut, il va tomber comme ça. C'est comme si vous prenez une tranche de pain avec du beurre de peanut. Quel côté que la tranche de pain va tomber? Du côté pas de beurre de peanut ou beurre de peanut? Aucun. Il y a une espèce de trou noir qui se fait, puis ça disparaît. C'est si tu attaches la toast de beurre de peanut sur le dos d'un chat. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai. Elle va tomber, un du jeu côté du soir, je pense. Ouais, c'est ça. Elle va tomber du côté du beurre de peanut. Alors, c'est comme un chat. Je me souviens, quand j'étais jeune, on était chez nous parlant de cette expérience de beurre de peanut, puis on s'est ostiné à savoir si c'était vrai. Tu sais, comme il n'y aurait pas comme une chance, mais c'est une loi physique, là, c'est le poids qui l'amène à terre. Au lieu de le faire avec comme une tranche 50 fois, on a passé le pain chez nous. Ah, ça! J'ai reçu une mornif. Okay. Non, je n'ai pas reçu de mornif, ma mère n'est pas comme ça. Là, mais... C'est quand même pas à 100%, mais c'est vrai que ça arrive plus souvent du côté beurré que oui, parce que tout dépendant de la hauteur de la lance. Ce pain-là, c'était 100%, je te jure. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Tout dépendant de la hauteur que tu lâches la tranche, si tu lâches, en tout cas, whatever. Fait qu'Apple vont sortir ils vont pas sortir, excusez. Ils ont fait un brevet pour un morceau qui rentrerait à l'intérieur. Et quand le téléphone va faire ça, au lieu de tomber sur la vitre, il va retomber sur le dos du téléphone. Ça va le faire tilter. C'est le même système, en fait, que dans le dos des chats. Tu sais, c'est le même système qu'un chat, effectivement. Ah, c'est ça. Fait que c'est vraiment... Quand j'ai vu ça passer, j'ai dit hey, c'est pas fou, ça. Imagine-toi le nombre de vitres qu'on va pouvoir sauver avec ça. C'est comme... c'est vraiment bien quand j'ai vu ça passer. J'espère qu'ils vont le mettre bientôt. Parce que c'est pas compliqué. Ça doit pas être compliqué à faire parce que j'ai vu des prototypes de vraiment un chat qu'ils ont fait en robotique, qui ont laissé tomber du 119e étage que j'ai vu. Je me souviens plus, c'était d'un 100e étage. Puis le chat robotique, il est retombé sur ses 2 pattes puis il a continué à marcher tout de suite après. C'est comme un chat, là. Fait que c'est la même chose. Fait que quand je dis ça, genre, wow! Je vois qu'il y a une discussion en ce moment. Il y a eu un site web qui a été donné sur le chat un petit peu plus haut, Unlock, je sais pas quoi. Soccer.net. Oui, ça sert plus à rien, hein, payer pour ça. Puis ils chargent des prix de fou, là. Ouais. Laissez faire ça, là, ça marche plus. C'était 125$ chez Rogers. Oui. Fait que maintenant, ça coûte 50$, là. Ça coûte 50$ chez Rogers. Il est legit. Il n'y a personne qui va aller faire un audit du système puis dire on fait sauter ceux qui sont pas legit et tout ça. Dans le fond, quand vous l'achetiez là, sur ces sites-là, là, Unsell Lock ou sur eBay, ben c'était comme des gars qui se faisaient un sideline chez leur employeur. Tu sais, c'est le fun de se faire un sideline, mais éthiquement parlant, je suis vraiment pas sûr là, que c'est une bonne idée. Là. Donc, garantie après-vente, là, ça doit pas être fameux. Là. Oui, ben il est unlocké de la même manière qu'il serait unlocké officiellement. C'est juste que les gars, ils vont dans leur système chez Rogers, puis ils le font comme ben c'est ça, mais je veux dire, départ comme par mes gardes. S'il arrive quelque chose, tu peux pas vraiment te plaindre. Non, c'est ça. C'est le risque que tu prends. Oui, c'est ça. C'est ça.
Le pire, c'est écrit que c'est moins cher que le 50 $ de Rogers, mais il charge 130 $. Bien bizarre. Faut voir, mais vous êtes mieux de contacter... Bell, c'est 75 $. Et tabouère. Bell, c'est 75. C'est 35, c'est 35 chez TELUS. Faut dire que... mais Bell, il l'offre depuis quelques mois seulement. Oui, c'est ça. Ouais. En même temps que TELUS, c'est Rogers, le dernier est arrivé sur ça, en fait. Ils ont décidé de travailler sur leur politique. Je suis bien content. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit 6.1.3 n'ont pas bloqué ça. Ce que 6.1.3 a bloqué, c'est le jailbreak du téléphone, c'est-à-dire de pouvoir installer d'autres logiciels sur le téléphone qui ne passeraient pas par iTunes, c'est-à-dire qui passeraient par Cydia, qui est un magasin alternatif. Donc, nous, quand on parle de débarrer le téléphone, on parle d'un débarrage qui permet d'utiliser le téléphone avec un autre fournisseur. Par exemple, le téléphone que vous avez en ce moment, s'il n'est pas débloqué et que vous allez aux États-Unis et que vous mettez une carte AT&T, par exemple, dedans, ou une carte Roam Mobility, elle ne fonctionnera pas. Il faut vraiment que le téléphone soit débarré pour ça, ce qui est un petit peu différent que jailbreaker. Ouais. Ah oui, OK, la double vérification, on l'a dit. On l'a mentionné, oui. Oui, OK. Ils ont fait une étude la semaine passée, j'ai vu ça passer, sur les systèmes de stockage en ligne. Oui. Et celui qui a surpassé tout le monde, ça serait iCloud. Le plus utilisé, effectivement, puis par une grosse marge, là, c'est pas... C'est pas une petite marge de 5-10%, là, c'est vraiment gros, là. Mais ça peut être expliqué d'une façon, ça peut être facilement. iCloud, ça peut être un service que tu utilises jamais de façon volontaire. Consciente, oui. C'est ça. C'est pas Moi, un service que j'utilise tout tu le temps, actionnes. mais en même temps, Dropbox, j'utilise comme... Dans ma tête, c'est ce que j'utilise plus souvent, mais au final, iCloud, probablement que j'utilise plus souvent que Dropbox. Parce que c'est automatique, ça fait des backups à tous les jours de mes applications. Il y a des services qui enregistrent. Il y en a de moins en moins, je vais l'expliquer dans ma chronique, mais il y a des services qui utilisent iCloud pour sauvegarder des choses. Ouais. Voilà. Ensuite de ça? Ensuite de ça, on a... Apple et le Pentagone. Ah oui, il pourrait décrocher un gros contrat, un contrat important. Oui. C'est combien de téléphones? 600 000? Attends. Je pense que c'est ça, ouais, 600 000. Il semble que c'était 600 000 téléphones que le Pentagone allait... 650 000 appareils. 120 000 iPads, 100 000 iPad mini, 200 000 iPod Touch et le reste en iPhone. Ça veut dire 2, 3, 4, 420. Ça veut dire 230 000 de iPhone pour le Pentagone. Au lieu la nouvelle vient quand même de Electronista, donc je pense qu'ils ont une bonne feuille de route pour ce genre de nouvelles-là. Ça serait une grande victoire, en fait, pour le prestige de Apple face à Google. Fait que si c'est vrai, ouais, c'est ça. Si c'est vrai, l'action va encore monter un petit peu plus parce que là, ils vont tellement avoir fait de profit avec Pentagone. Jeff, tu comprends mal. Plus Apple fait de l'argent, plus ils perdent des actions. Ouais, c'est ça. Ce qui est vraiment bizarre parce que, tu sais, avec les 1 million pendant le quart de Z10 qui ont été vendus, BlackBerry reprend du poil d'abeille, je comprends juste pas. Ben, c'est intéressant. J'ai pu l'essayer rapidement, puis je trouve ça bien comme système Z10. Il y a quelqu'un qui l'a essayé dans le gang? Oui, ben en fait, Jonathan Moreau est en train de l'essayer. On va avoir un article qui va apparaître sur Mac Québec bientôt. Il y a des points positifs, en fait. Les fonctionnalités qui sont pour du côté business, ça a toujours été la force de BlackBerry, de Telecom, formerly known as RIM. Donc, ça a toujours été leur force. Fait que tout ce qui est... en fait, il semblerait que le système de vidéoconférence est très, très solide via BBM, BlackBerry Messenger, et tu peux même partager l'écran de ton téléphone. Moi, j'aimerais ça que Apple mette ça. J'ai des gens dont je fais le support, puis j'aimerais bien ça pouvoir avoir au moins voir l'écran du téléphone à distance. Ça serait vraiment cool. Ouais. On parlait de jailbreak un petit peu plus tôt. Il
Il y a maintenant 18,2 millions d'appareils jailbreakés avec le logiciel Évasion, qui est un record. C'est quand même pas mal, hein? C'est beaucoup de téléphones. C'est plate. Je pense qu'ils ont sorti une patch comme aujourd'hui ou hier pour que 6.1.3 fonctionne, mais je pense qu'ils vont pas le releaser parce que iOS 7 est trop proche puis qu'ils veulent essayer de conserver, je pense, la faille de sécurité plutôt que de laisser Apple la colmater avant la sortie. Prochaine nouvelle, on a mis AT&T qui sort des forfaits data aux États-Unis de 30, 40 et 50 gigs, mais qui commence à coûter à partir de 300 $ par mois. Ben voyons. Ouais. C'est sur cultofandroid.com. Ouais. Cult of Mac. OK, c'est des bandes passantes beaucoup plus élevées. Là. C'est pas. OK. C'est 30, 40, 50 gigs, mais pour un prix complètement ridicule. Oui, c'est ça. OK. C'est 300, 400 et 500 $. Wow. C'est comme, c'est qui le cave? Il faut vraiment que tu en aies besoin, là, je m'excuse. Là. Il y a des compagnies qui vont le payer, des compagnies qui vont pas se poser la question puis qui vont avoir besoin de ça. Ça va commencer là, puis ça va redescendre. Tu sais, un jour, ils vont nous dire, ben là, on vous double votre bande passante, passer de 6 gigs à 12 gigs. Ah ouais, puis, ça devrait... j'espère que ça va se faire assez rapidement. On était sûr que jamais il allait avoir de la bande passante illimitée, puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui l'a offert, puis après ça, il y a plusieurs personnes, Bell, Vidéotron, toi, JF, t'es avec un autre forfait aussi. Moi, j'aurais jamais pensé qu'il y aurait eu du forfait limité au Québec avant quelques années, certains. Là. Puis même là, je pensais que ça allait rétrécir. Ben, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, parce que là, avec les Netflix et les prochaines consoles de jeux, la PS4, la Xbox 720, on va l'appeler de même, les rumeurs disent que tu vas être obligé d'être connecté constamment à Internet pour jouer à tes jeux et ils vont implémenter le cloud. Ils vont implémenter le cloud encore plus dans leur console. Fait qu'un jeu de, tu sais, je sais pas, moi, un Blu-ray, ça fait un Blu-ray de jeu, là, il y en a à 35 gigs, 40. Des fois, ils vont jusqu'à 50, là, les gros jeux comme les Assassin's Creed de ce monde. Commence à checker ça, là, à downloader 50 gigs là, sur ta PS3, là, sur ta PS4. Là. Tu manges forfait, là, il y en a que haute vitesse, c'est encore 60 gigs chez eux. Là. Ben, l'autre point, puis c'est Jean-Michel Boilly qui l'avait noté quand il avait parlé du service, du nouveau service de Vidéotron, là, les vidéos sur demande sur Internet, là, le Netflix sur Internet. Le club à volonté. C'est ça, le club à volonté. Lui disait c'est plate parce que ça va prendre de la bande passante de Vidéotron. La problématique avec ça, c'est que si Vidéotron avait dit ben tu peux consommer tout ce que tu veux sur notre plateforme, ça serait pas allé avec les règles de ce qu'on appelle la neutralité du net, qui dit que tu n'as pas le droit de favoriser ton contenu à toi parce que les gens sont abonnés à tes trucs. Il y a des règles là, qui sont pas nécessairement respectées, mais entre autres, en fait, ton Internet, s'il était limité, il était limité pour tout. Puis si c'était 60 gigs, ben c'était 60 gigs, mais tu pouvais pas avoir comme oui, sauf que quand tu accèdes à tel site puis tel site, parce qu'on va se retrouver, si on laisse faire ça, on va se retrouver avec des bouquets de pour 10$ par mois, tu peux accéder à Twitter puis Facebook. 15$, tu peux rajouter whatever là-dedans. Fait que ça, là, ce serait une connerie monumentale, puis ça détruirait complètement l'idée de base d'Internet. Tu sais, comme là, si tu veux lire des blogs, c'est 45$ par mois. Voyons donc, là, c'est de la grosse boîte, ça. Ouais, c'est ça. C'est comme dans le chat, qu'est-ce qu'ils disent? Parce que Vidéotron l'a déjà eu dans le temps, là, illimité. Ça a déjà existé, ces Vidéotron. C'est dans le temps du extrême. Moi aussi, je l'ai. Oui, tout à fait. Quand ils ont changé pour le TGV, là, c'était vous perdez votre illimité. Là. Vous allez perdre votre illimité. Puis on l'a perdu, notre illimité. Mais là aussi... Mais c'est con parce qu'il y avait des clauses grand-père, normalement. C'est pour ça qu'ils tordaient le bras au monde pour passer au TGV. C'est que si tu changeais de service, parce que oui, il était plus vite, ben là, tu perdais cette clause grand-père-là que tu avais avec eux autres. C'est ça. Mais aussi, il y a une autre question de Yves Lafleur sur le chat. Pourquoi Vidéotron est rendu illimité à 10$ par mois jusqu'au 23 avril?
leur spécial là, qu'ils disent là, que c'est une promotion qui a une limite dans le temps. C'est-à-dire que tu peux souscrire à ça jusqu'au 23 avril. Chez Bell, ils offrent, c'est permanent. Fait que c'est vraiment pour essayer d'enlever le mojo de Bell. Puis Vidéotron, les gens qui vont les appeler, ils vont dire oui, nous autres, on l'a. Mais après cette période-là, en fait, ils ne l'auront pas. Je pense qu'ils font un peu comme Fido. Ils ont passé une annonce, puis je l'ai pris. Le forfait, c'est 56 $. C'était 56 $ avant le 31 décembre. Puis tu avais tous tes appels limités partout au Canada, puis 2 gigs de données. Puis le lendemain ou 2 jours après, je m'étais abonné à la date limite. Je me suis dit, bon, c'est quand même pratique comme service. Puis 2 jours après, j'ai vu, il offrait le même service à 57 $. Puis 3 semaines plus tard, c'était rendu 60 $. Puis là, il descendait à 1 gig. Mais c'était toujours semblable. Fait que peut-être qu'ils vont, 2-3 jours après, ils vont offrir ça à 12 $. Peut-être. En tout cas, moi, j'ai pas ce problème-là. Je paye pas le 10 $. Moi, je suis commercial, fait que c'est illimité anyway. Ouais. Maintenant, ils sont retournés au illimité. Il faut pas oublier, c'est en avril que le bandwidth va changer chez Vidéotron. Là. Oui. C'est ça. La vitesse d'upload, là. L'autre va changer. Ça va vraiment donner un bon boost. Ah ouais, ça va aider. Là. Il est à temps, ça aussi. OK, ça, voilà. Cool. Vincent, la place est à toi. C'est la section développement. Section développement. J'ai une espèce de petite musique d'intro, mais je pense que ça va changer toutes les 2 semaines. J'ai pas trouvé vraiment encore. Je vous le fais jouer. Okay. You know, we love young, innovative developers. J'étais encore en recherche. J'ai mixé un peu le développeur de Ballmer. De Singe Ballmer. Exactement. Puis le cri de la goat. De la goat juste après. Finissant sur un extrait de Steve Jobs qui dit qu'il aime les jeunes développeurs. Les jeunes développeurs. Donc, that's weird. Oui, c'est ça. Il a arrêté d'en parler, c'est pour ça qu'il est mort. Donc oui, j'ai trois nouvelles spécifiques côté développement. Vas-y. Je veux juste, OK. Premièrement, vous l'aviez ajouté déjà dans le document, mais c'est iCloud. iCloud, le problème avec l'iCloud, il y a beaucoup de développeurs qui ont eu des problèmes avec iCloud. Puis il y a eu des articles qui ont été publiés récemment. Le problème, c'est pas nécessairement iCloud en tant que tel, c'est le service que iCloud offre avec Core Data. Okay. Core Data, ça permet de gérer, je n'irai pas dans les détails, là, mais ça permet de gérer une base de données du XML. C'est une espèce de couche d'abstraction, ok, entre justement ça et les différents objets que vous allez mettre dans votre code. Donc, ça permet de faire un lien entre ça. Puis c'est le problème des bases de données via iCloud. C'est vraiment le gros nerf du problème. Okay. Des grandes compagnies qui ont essayé de mettre du iCloud puis de pousser ça, ça a juste pas marché. Goodreader qui l'avait ajouté dans son application, qui l'avait retiré. Ah oui, ok. Oui, parce qu'il y avait bien du trouble. Peut-être qu'il y a une version qui est encore disponible, mais quand on faisait la mise à jour, justement, il l'avait enlevé, puis même il l'avait pas dit dans la mise à jour que ça l'a enlevé. Okay. C'est après plusieurs plaintes ou plusieurs questionnements qu'ils ont répondu en disant oui, finalement on l'a enlevé. Donc c'est vraiment ce problème-là de synchronisation, parce que je l'ai essayé personnellement, j'ai fait un test aujourd'hui, puis ça synchronise bien. C'est juste, j'ai pas fait des tests avec du Core Data, là, j'ai juste fait des synchronisations de documents, puis ça fonctionne bien. Par contre, c'est ça, reliant avec du Core Data dans votre application, que là c'est un peu plus touché avec les bases de données et tout. Donc c'est ça pour iCloud. Puis même, je pense, The Verge a reçu beaucoup de plaintes cette semaine. On fait un article très complet. Le patron de Black Pixel s'est plaint justement de iCloud. Puis d'autres développeurs plus petits, développeurs plus petits là, qui voulaient pas donner leur nom, ont dit que c'était pas possible de travailler avec ça, puis qu'ils espéraient qu'il y ait une amélioration, mais qu'ils la voyaient pas vraiment.
Ouais, puis Steve Jobs avait déjà dit que justement iCloud c'était beaucoup mieux que MobileMe. It just work. Quasiment là, c'est ouais. ça. It just work, but ça fonctionne, ça fait juste fonctionner. Je le traduirai un peu, genre ça fonctionne, mais regarde, tu veux pas que ça fonctionne parfaitement, tu veux juste que ça fonctionne. Fait que c'est ça. Deuxième nouvelle au niveau du développement, le Retina. Oui. Apple, pour le 1er mai, donc a mis une espèce de deadline. Il était temps, là, vraiment. Pas nécessairement au niveau du iPhone 5, mais on était encore autorisé à publier des applications qui n'avaient pas de Retina point. Ce qui est un peu niaiseux là en soi, parce que même le 3GS est plus supporté normalement. Le 6.1.3 est supporté sur 3GS? Oui. Oui, ok, donc ça devrait finir cette année en tout cas. Donc c'est ça. Puis personnellement, moi je développe sur iOS 6 en passant au 4 puis au 5. Je fais jamais de test sur du 3G, 3GS même, parce que bon, ça me limite dans le temps. Puis normalement ça fonctionne, mais c'est ça. Donc tu perdais là, si tu voulais juste supporter 3GS, tu perdais le iPhone 4, le 4S puis le 5. Je veux dire, à un moment donné, c'est un peu tu tires dans le pied là avec ça. Donc tu es obligé de s'assurer que tes applications ont les icônes originales et Retina. Comment ça fonctionne? J'en ai déjà parlé, puis j'ai fait un article sur MacQuébec il y a quelques mois, je crois. Une image, c'est très très simple. Quand vous mettez une image dans votre application, par exemple, je la nomme exemple.png. Ça, c'est le nom de votre application, de votre image. Ben, la seule chose que vous avez à rajouter, c'est une image de double de résolution. Si vous avez 57 pixels par 57 pixels, 114 pixels par 114 pixels, juste simplement ça. Et le nom de l'icône, c'est exemple @2x.png. Chaque image que vous allez rajouter comme ça, va automatiquement, Xcode va voir que vous avez une image en Retina, puis va la remplacer sur votre interface. Donc, c'est super facile. Je comprends pas pourquoi il y avait du monde qui ne faisait pas cette mise à jour-là. Donc, par contre, il faut dire que pour le 1er mai, c'est obligatoire pour les nouvelles applications et les applications qui vont être updatées. Mais les applications qui sont existantes ne seront pas retirées. Puis Apple planifie pas un temps de réflexion. Genre, vous avez 1 mois pour changer vos applications parce que sinon on les enlève. Pour l'instant, c'est juste ça. Puis j'imagine que les applications vont s'enlever d'elles-mêmes s'ils ont arrêté d'être supportés ou quoi que ce soit, là. Donc c'est ça. On a vu aussi sur le Retina cette année, je fais un peu une parenthèse à une nouvelle d'il y a peut-être 2 mois, où Apple demandait maintenant des icônes avant de demander des icônes de 512 pixels par 512 pixels pour le App Store. Maintenant, on demandait à 1024 pixels par 1024 pixels. Entre autres, c'est intéressant pour des ordinateurs qui supportent le Retina. Pour pas que les images justement que vous avez sur l'App Store soient un peu plus floues, ils ont décidé de demander des 1024 pixels par 1024 pixels. Je veux dire, c'est parfait pour supporter justement les plus grands écrans qui vont arriver dans les prochaines années. De toute façon, ils peuvent toujours obliger les développeurs après ça à mettre du 2048 par 2048 là. Donc c'est ça pour le Retina. Puis on dirait que je me sens comme un cours. Avez-vous des questions? Non. On te laisse aller. C'est bon. Puis la dernière chose, c'est à propos des UDID, des identifiants que vous avez sur vos appareils. Apple veut plus qu'on les utilise, je crois, au niveau développeur. Oui, c'est ça. Donc, ça va être fini, les applications. Vous allez pouvoir avoir votre UDID, demander l'application d'avoir votre UDID, puis vous l'envoyer par courriel pour un développeur développer une application. Ce sera plus possible. Puis même, je crois que Tweetbot utilisait le UDID dans une de leurs versions pour des push notifications. Puis l'application avait aussi été refusée à cause de ça. Donc, ça avait été passé un peu sous le radar. Là. On n'en avait pas entendu beaucoup parler, je crois. Mais c'était juste une mise à jour qu'ils ont voulu faire, que ça n'a pas marché. Fait qu'ils l'ont sorti sans ce système-là. Mais oui, c'est ça. Donc, plus accès au UDID. J'imagine une question de sécurité aussi, parce que, bon, moi, personnellement, si une application a accès à mon UDID,
Ça me tente pas non plus qu'ils se créent des registres de UDID où c'est de l'information pas super confidentielle, mais ce serait intéressant que quelqu'un n'ait pas accès à mon UDID un peu partout, là. Mais ils vont faire... comment que les développeurs vont faire pour faire tester leur application avant de la sortir? Ça part juste... Ça n'a pas de rapport. Le UDID est utilisé pour l'introduire dans un certificat de sécurité, dans un espèce de certificat de production. Tu as 2 certificats quand tu développes. T'as ton certificat pour l'App Store puis ton certificat de développement. Puis c'est avec ton certificat de développement que tu autorises des UDID. Puis bon, c'est pour ça que quand on fait des tests de bêta, pour ceux qui l'ont jamais fait, on envoie le certificat. On doit avoir d'abord le UDID de la personne. Donc moi, si je veux faire un bêta avec 200 personnes, je prends le UDID de 200 personnes, je l'introduis dans ce certificat-là, puis j'envoie le certificat à tout le monde. Ils cliquent pour l'installer sur leur téléphone. Une fois que c'est fait, j'envoie un lien pour télécharger l'application, puis ils peuvent installer l'application. Si ça ne marche pas ou s'ils n'ont pas le UDID, vous ne pourrez pas l'installer. Donc, dans ce certificat-là, qu'est-ce que Apple va mettre à la place du UDID? Si les utilisateurs, les utilisateurs sont plus capables d'aller chercher le UDID, fait que moi qui veux tester Mac Québec mobile, comment je fais pour te l'envoyer? Ben, tu peux y avoir accès. Tu fais juste prendre ton téléphone, tu le branches sur iTunes, puis tu y as accès. OK. Quand tu as le numéro de téléphone, là, où il y a un numéro de série d'appareil, là, la première page qui apparaît, tu cliques 2 fois dessus ou une fois dessus, puis ça va remplacer le numéro de série par le UDID. Ah, OK. C'est super simple. Puis je sais pas, peut-être même dans les réglages, on peut y avoir accès? C'est la même chose que le IMEI ou je sais pas quoi? Non, ça c'est un numéro... non, c'est pas la même chose. C'est le numéro pour les cellulaires, ça. Oui, c'est ça. OK. C'est peut-être pas disponible, là, mais... parce que, bon, le UDID, à ma connaissance, c'est justement pour des autorisations de certificats ou... en tout cas, c'est comme ça que je l'utilise, là. Je l'utilise pas pour d'autres choses. Fait en principe, ça va juste toucher des applications qui allaient chercher votre UDID pour vous l'envoyer par courriel ou faire un espèce de registre, je sais pas, là. Il n'y a pas grand-chose vraiment d'utile à part ça, là. Bon, on va passer à nos découvertes avant de vous laisser. On a 3 petites découvertes cette semaine. Saphir a sorti une nouvelle carte graphique AMD Radeon HD 7950 qui va être disponible. Je crois qu'elle est déjà disponible au coût de 450 $. Je pense que je l'ai vu sur Newegg. OK. Pour les Mac Pro. Pour upgrader. Est-ce que c'est une carte qui est récente, la 7950? Ou, oui, c'est la dernière de AMD. C'est quoi? C'est la dernière de AMD. Parce que la dernière mise à jour, en fait, le matériel qu'il y a dans la dernière mise à jour du Mac Pro, c'est un processeur qui date de 2010, puis des cartes mères, puis tout le reste qui date de même un petit peu en arrière. Il n'y a même pas de Thunderbolt sur un Mac Pro. Donc, si tu as un écran Thunderbolt, tu peux pas le connecter à ton Mac Pro. Donc, ça peut être intéressant. Est-ce que tu sais si la carte est équipée de connecteur Thunderbolt? Je suis en train de la regarder. On dirait qu'il y a du HDMI puis du Dual Link DVI port. Il n'y a même pas de Thunderbolt dessus. Il n'y a pas de Thunderbolt. Mais en même temps, Thunderbolt, ça n'a pas rapport avec la carte graphique. Ouais. Au moins, il y a un port HDMI, pas si pire. Ce qu'il faut dire sur cette carte-là, c'est qu'elle est fonctionnelle sur Mac et sur PC. Ah, OK. Elle a un BIOS différent pour chaque machine. Mettons, si tu branches dans ton PC, elle va le loader sur un PC. Parce qu'ils ont 2 versions différentes de BIOS dedans. OK. Mais elle roule, là, il y a quand même 3 gigs de GDDR5 dedans. Okay. Il y a comme 2 puces ROM différentes. Il y a 2 puces différentes avec un BIOS différent. Oui, il y a 2 puces dessus. Fait que ça roule, là. C'est la dernière. C'est la dernière carte de AMD avant de sortir leur nouvelle, je ne sais plus trop quelle que j'ai vu l'autre jour sur PC qui va coûter la peau des fesses. Là. Fait que, mais c'est ça. Fait que j'ai trouvé ça. C'est moins le fun pour ceux qui ont encore leur bon vieux Mac Pro de 2010, qui veulent updater leur carte graphique. Il n'y avait pas beaucoup de compagnies qui en sortaient pour les Mac. Il n'y en a pas du tout.
Il n'y en a pas Non, le Mac Pro, c'est la première carte, je pense, qui sort pour le Mac Pro. Les Mac Pro, ils ont la même carte depuis 3 ans. Ah, boy, OK. As-tu vu? Fait que, bon, ben, au moins, ça doit être un bon petit 480$ à investir dessus. Effectivement. Je connais des gens qui ont ces machines-là, qui font du montage vidéo et aimeraient probablement pouvoir donner un petit boost à leur machine. Pour ce qui est des 2 autres petites découvertes, en fait, il y a un jeu sur iOS duquel je suis tombé un petit peu quand même addict. Je suis pas un gros joueur, mais celui-là, je le trouvais intéressant. C'est un jeu dans la lignée des Temple Run où on a un personnage qui ne fait que courir sans cesse et là, faut lui dire où aller. Sauf que c'est un side-scroller plutôt qu'un jeu en 3D où on incarne en fait un petit bonhomme à lunettes noires qui vit dans une société. En fait, ça fait penser un peu à la pub 1984 d'Apple où tous les bonhommes sont en saut de gris puis ils marchent un derrière l'autre, là. Un peu à la 1984. Et le petit bonhomme, en fait, pète une coche puis décide de sortir de cette espèce de folie-là. Et il se sauve, en fait. Fait que tu te sauves dans plein de tableaux. Là, tu fais des moves de parcours et tout ça, mais c'est en side-scroller. Puis là, tu peux t'acheter des moves spéciales, tu peux t'acheter des vêtements, des trucs comme ça. Tu ramasses de l'argent selon si tu as bien réussi le tableau. C'est assez intéressant puis pas trop cher. Et l'autre produit, en fait, plutôt qu'une application, c'est un projet Kickstarter qui s'appelle le New Charge. Je pense qu'on va le prendre. Tu penses que tu vas aller chercher parce que le projet est terminé pour l'instant, là, donc il est comme un petit peu trop tard. Mais ça vaut la peine de voir. Probablement qu'eux vont faire une lancée avec le projet actuel, puis ils vont adapter un petit peu l'idée. Mais c'est un case pour iPhone duquel tu peux remplacer la plaque arrière qui le rend très, très mince par une batterie qui n'est pas très épaisse, mais qui est quand même de 1900 mAh. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement à, par exemple, la Mophie ou la Proporta, la Mophie est déjà sortie là, pour l'iPhone 5, la Proporta n'est pas sortie. Mais c'est des trucs qui se connectent en dessous du téléphone. Donc, il y a comme une espèce de langue ou en tout cas un appendice supplémentaire au téléphone. Puis l'iPhone 5, on le sait, il est un peu plus long. Fait que ça va probablement le débalancer d'avoir quelque chose comme ça. Puis les Mophie, en ce moment, les reviews que je vois, ils disent que c'est assez massif. Or, cette housse-là, en fait, fait un petit peu différent, c'est-à-dire que dans le bas de la batterie qu'on connecte sur le case là, par des petites griffes, si on veut, qui est en arrière, il y a un petit câble qui est comme attaché à la batterie qu'on peut défaire et le câble, il est approuvé par Apple. Là. Il a sa licence Made for iPhone Lightning Connector. Et on a juste à le déclipper, en fait, de la batterie pour pouvoir le connecter au iPhone et commencer à le recharger. Une des problématiques, moi, que j'avais avec les cases batterie, c'est qu'il était toujours en train de charger l'appareil, ce qui n'est pas nécessairement bon, alors que là, on a une solution qui est un petit peu différente puis qui nous permet d'utiliser la batterie seulement quand on en a vraiment besoin. Donc, et puis elle n'est pas trop chère, c'est 59 $. C'était 59 $ sur Kickstarter. Je sais qu'à ce show-ci, j'ai fait pas mal l'apologie de Kickstarter, mais dernièrement, je suis un peu déçu par les produits qui sont présentés. Je trouve que ce n'est que des copies de produits qu'il y a déjà eu ou de produits qu'il y a déjà sur le marché qui n'offrent pas vraiment de petites twists intéressantes. Il y a beaucoup d'imprimantes 3D à peu près pour tous les prix. Ça part de 500 $, ça peut monter jusqu'à 5000 $ avec des imprimantes de différentes qualités. Un projet que j'ai vu, mais qui n'a pas réellement rapport à Apple, c'est un appareil qui permet de fabriquer son propre fil pour les appareils 3D, pour une imprimante 3D à partir de pastilles de plastique. Puis ce que je trouve intéressant dans cet appareil-là, puis je l'ai dit souvent au show, moi je crois beaucoup à l'impression 3D, c'est que ça laisse présager en fait qu'on pourrait probablement recycler les objets 3D qu'on a fabriqués, peut-être en passant les trucs dans une déchiqueteuse,
On aurait de nouvelles pastilles de plastique, puis on pourrait se fabriquer du fil avec ça. Donc, ça, je trouve ça pas mal intéressant. Oui. Puis, avez-vous vu, Véronica Mars est rendu à 4,1 millions de dollars d'accumulés? Pas de bon. Le Veronica Mars? Oui. Mais il faut faire attention. En fait, il y a beaucoup de critiques sur ce projet-là. C'est que, en fait, depuis le début, Warner Brothers a dit si vous atteignez votre truc, on va payer pour ce qui manque pour faire le film. Puis un épisode de Veronica Mars, je pense que c'était autour de 1,7 million de dollars à produire. Donc, Rob Thomas voulait le double. Faut comprendre que quand on gagne de l'argent sur Kickstarter, il y a un pourcentage qui s'en va à Kickstarter, puis il y a une autre entité qu'il faut payer. Je me souviens plus exactement c'est quoi. Donc, il faudrait qu'il puisse... T'as dit qu'il était rendu à combien? 4,2? 4,2, ouais. Faudrait qu'il se rende à 5 millions. Oui, c'est ça. Faudrait qu'il se rende à 5 millions pour qu'avec ce qu'ils ont besoin de donner, il y ait un montant que Rob Thomas trouve acceptable pour faire la patente. Mais moi, j'adore Kristen Bell. Là, il voulait faire une saison ou une émission? C'est un film. Ah, c'est un film? OK. C'est Veronica Mars, The Movie. Movie Project. J'avais pas vu. OK. Je pensais qu'il voulait faire une saison. Juste le film est super drôle. Il y a un personnage qui est un baveux, là, une espèce de slackers dedans. Puis Kristen Bell se lève un matin, puis il est comme en train de manger des céréales sur son sofa à elle dans sa maison. Et lui, il fait comme... Il dit des affaires comme s'il était son... En fait, il y a la bagoue de son personnage, si on veut, mais il sait qu'il n'est pas un personnage. C'est l'acteur. C'est comme s'il avait trouvé un gars pour faire le rôle, mais que le gars d'envie est exactement comme ça. Il y a son ex dans la série qui arrive, il y a son père qui est là. Puis c'est drôle, son père, c'est un acteur qui a joué dans d'autres séries, qui joue entre autres dans Flashpoint actuellement. Puis les deux autres gars se regardent. Ouais, les deux autres gars se regardent puis ils disent lui, ça a l'air qu'il n'est jamais sorti de son rôle. Ça a l'air que dans Flashpoint, il joue le père de Véronica qui joue le colonel dans l'équipe de SWAT de Flashpoint. Fait que l'annonce est très drôle. C'est pour ça que le projet a un peu marché, selon moi. Puis j'ai vraiment hâte de voir ça. Je viens d'écouter quand il est arrivé, puis il y a une espèce de musique... Flashpoint, il y a toujours une espèce de musique en background. Ouais. Dès qu'il est arrivé, t'entends la musique partir comme si... De Flashpoint, t'embarques sur le stress. Mais lui est très bon comme acteur. Elle, je l'aime beaucoup. Elle joue dans House of Lies avec Don Cheadle actuellement. C'est une excellente série qui parle en fait des faiseux d'images. Là. C'est un peu une gang de Mirador, là, mais ils sont pas mal plus twisted que Mirador. Okay. Puis Don Cheadle a gagné un Grammy, si je me trompe pas, pour son rôle dans cette série-là. Fait que je vous invite à aller regarder ça. Je sais pas si c'est sur Netflix, mais c'est trouvable. Sinon, messieurs, où est-ce qu'on peut vous trouver sur les internets? Parce que c'est pas tout ça, là. Je veux pas vous mettre à la porte, mais faut que j'aille dormir. Ouais, moi aussi. Jean-François? Moi, on peut me retrouver sur Twitter @JFroid1979. Je suis très facile d'approche. Oui, tu réponds à toutes les questions à Apple. Je réponds à toutes les questions, effectivement. Excellent. Vincent, où est-ce qu'on peut te trouver? Moi, on peut me retrouver sur les Twitter à DEVVMiller. Puis on peut me retrouver sur différents réseaux sociaux. Comme Alexis JF a dit dans l'autre podcast, les amateurs, demandez-moi pas d'être votre ami sur Facebook, à moins que je vous ai rencontré puis je vous connais. C'est un peu plus ma vie plus personnelle qui est là. Fait que c'est ça. Puis j'ai reçu une notification, mon clou a monté d'une shot. Là. T'as combien, là? Ah, je vais pas le dire. J'en ai un plus petit que bon. Je suis à 54. Ah, mon Dieu, j'étais à 56. Ah, OK. 63. Oh, on... Ouais. Mais je sais pas comment ils font leur calcul, mais tu sais, ça monte tout le temps, ça baisse. Puis tu sais, t'es tout le temps aussi présent, puis je sais pas trop, là. Moi, je me suis rendu justement sur Clout aujourd'hui, puis on dit « Il semblerait que vous soyez un expert en application. Voulez-vous comme
être quelqu'un qu'on peut consulter pour ça. Puis j'ai fait comme non, c'est pas moi, c'est Vincent. Comme... Oui, j'ai jamais reçu une notification. En parlant de Clout, j'ai reçu un coupon pour le Norton. Ah, c'est quoi donc? Le Norton Online, je sais pas trop quoi. C'est un système de backup de genre à la iCloud de Symantec. Mais ils offrent dans leur... en tout cas sur PC, ils offrent un système de backup, oui. Ouais, mais là, pour cellulaire. Ah, ouais. Ah. Pour iPhone, ça fonctionne pour iPhone. Là, j'ai un code là, que si quelqu'un veut l'essayer, je peux vous donner mon code. Là. C'est pour 1 an, mais moi, je ne l'essayerai pas. Là. Parce que c'est comme genre à la iCloud, là, mais c'est comme... Mais ça veut dire que ça passe peut-être par iCloud pour ensuite leur transférer sur ce site-là? Parce qu'ils n'ont pas accès aux données enregistrées. Ils sont pas supposés, en tout cas. Non, ils sont pas supposés. Ils n'ont pas le droit. Donc, en tout cas, toi, Alexis, on peut te rejoindre où? Moi, on peut me rejoindre au Alex Cornelier sur les Twitter. On peut me rejoindre sur mon site web au alexicornelier.com. On peut me voir des fois sur Google+. J'essaie d'y aller un peu plus. Je commence à... Je sais pas si c'est les gens que je suis ou quoi que ce soit. C'est de ma faute, en fait, c'est ça. Mais je trouve que les discussions sont un petit peu plus difficiles sur Twitter de ce temps-ci. Là. Je trouve que c'est plus dilué. Donc, comme du monde, j'imagine, qui ont à travailler. Là. Il y a eu comme une grosse période où tout le monde tweetait en malade, mais tu sais, à un moment donné, il faut travailler dans la vie. Ouais, donc, voilà. Bon. Et sinon, on se dit à dans 2 semaines pour un show live, je crois bien. On va être tous ensemble. Oui. On va remercier in the background Jean-Michel Boilly qui est avec nous. Oui, qui était dans l'ombre aujourd'hui, qui nous donnait les cues, remplissait en fait, il nous a monté le système de téléphone qu'on a testé tout à l'heure, mais que personne a voulu prendre la chance de nous appeler. Hein? On en a eu un tantôt, il y a quelqu'un qui a appelé. Oui, il y a quelqu'un qui nous a appelé, mais en fait, il n'y avait pas vraiment de questions. Non, donc, c'est ça. Voilà. Fait que on savait que ça marchait. On sait que ça marche. Oui, c'est ça. Ça marche dans la mesure où moi, j'entends la personne, puis elle m'entend, mais pas vous. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, on va essayer de trouver quelque chose d'un peu plus fiable que ça, et on vous revient dans 2 semaines. Salut tout le monde. Bye bye, bonne soirée.